2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce samedi? Ce samedi d'ailleurs, où sur le canal Instagram, vous avez décidé que l'on parle des Minnesota Timberwolves, en mode coast to coast. Parce que ouais, si vous suivez la NBA, depuis la reprise, vous l'avez sûrement remarqué. Du côté de Minneapolis, en ce moment ça joue super bien au basket. Quelle leçon peut-on en tirer? L'équipe a-t-elle enfin trouvé le déclic? Et va-t-elle pouvoir continuer sur sa lancée? Eh bien ça tombe bien, parce que c'est exactement à ça que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Les Wolves peuvent-ils avoir de réelles ambitions cette saison en NBA? Bon déjà, rapidement, histoire de savoir où on va, évoquons le contexte. On s'en rappelle, il y a un peu plus d'1 an, le GM Tim Connelly cassait sa tirelire et réalisait un gros pari en envoyant à Utah un très gros package pour faire venir Rudy Gobert chez les Wolves. Et très rapidement, une fois que la saison a commencé, beaucoup d'observateurs se sont demandé si le front office n'avait pas en fait une grossière erreur. Parce que ouais, après des choses prometteuses montrées lors de la saison 2021-2022, la franchise de Minneapolis, avec Rudy donc, a eu du mal à continuer sur le même rythme. Il faut dire aussi que l'association avec Karl Anthony Towns posait question, vu que les deux joueurs évoluait au même poste, et que celui-ci, blessé à la cuisse au bout d'à peine une vingtaine de matchs, ne revenait dans l'effectif que fin mars. Pour créer des automatismes pourtant nécessaires, il y a mieux comme condition. Résultat, pendant toute la campagne, cette team a dû lutter pour maintenir un bilan équilibré et essayer de s'assurer une place en play-off. Quand on voit que la saison précédente, avec un effectif censé être moins profond, cette équipe avait fini avec 46 wins, oui, il y avait de quoi être déçu. Et là on ne parle que de résultats et de bilan, mais ne le cachons pas, dans le vestiaire, l'ambiance ne donnait pas non plus l'impression d'être au beau fixe. Le bif sur le banc en fin de saison entre Kyle Anderson et Rudy Gobert semblait illustrer de la meilleure des façons toute la problématique que connaissait l'équipe la saison passée. Cette team, malgré tout le talent qu'elle avait sur le papier, ressemblait à une véritable cocotte minute. La frustration engendrée par l'absence de résultats semblait peser sur le groupe, et même si l'équipe a tout de même réussi à se qualifier pour les playoffs en passant par le play-in, au premier tour, l'obstacle que représentaient les Nuggets de Nikola Jokic semblait bien trop haut pour les hommes de Chris Finch. On ne va pas le cacher, à ce moment-là, pour Minnesota, l'avenir ne semblait pas des plus glorieux. Et même si sur ce premier tour de playoff il y avait de bonnes choses à retenir, comme l'excellent niveau affiché par Anthony Edwards, l'absence de mouvement d'envergure réalisé pendant l'intersaison ne rassurait personne. Je vais être honnête, même si l'échantillon que nous avions eu pour voir comment pouvait fonctionner le duo intérieur Kat Gobert était très faible, je n'étais que très peu optimiste sur le fait que même avec du temps ça pouvait fonctionner. Offensivement comme défensivement, les deux hommes, malgré leur envie de bien faire, se marchaient sur les pieds, et je ne voyais pas vraiment comment les choses pouvaient changer. Pour être complètement franc, je me disais que très rapidement, un transfert de l'un ou de l'autre allait devenir complètement inévitable. À mes yeux, il ne suffisait que d'attendre quelques mois, d'assumer le constat d'échec sur la durée, et de prendre ses responsabilités sur le marché des transferts. Et pourtant, que nenni! Depuis le début de la saison, cette équipe qui déjà trust les premières places du classement de la conférence Ouest semble transformée, et ce n'est pas comme si leur calendrier avait été super simple. Fort de deux très grosses wins, notamment face aux Nuggets puis face aux Celtics, les hommes de Chris Finch semblaient montrer sur ce début de campagne qu'enfin il fallait les prendre au sérieux. Le basket pratiqué est propre, et chaque soir, Minnesota semble en mesure de s'imposer, quelle que soit l'équipe en face. La très bonne performance récente face aux Warriors d'un Stephen Curry sur un nuage avec 38 points était justement là pour illustrer tout ça. Aujourd'hui, ces Wolves peuvent décemment être considérés comme l'une des équipes NBA qui réalisent le meilleur début de saison. Alors que s'est-il passé en un été ? Qui faut-il créditer pour cette métamorphose? Eh bien, il faut en être conscient, cette équipe de Minneapolis, c'est avant tout un trio guidé de main de maître par la superstar en puissance qui est en train de devenir Anthony Edwards. Et déjà, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte d'à quel point l'arrière est en train de passer un cap. Actuellement, dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la NBA avec une moyenne de points supérieure à 28 unités par match, le joueur est aujourd'hui sans aucune contestation possible le leader de sa franchise malgré ses seulement 22 ans. Le mec, de toute façon, il a un mental à part, une espèce de mental de légende. Ses ambitions sont folles, et soir après soir, il montre qu'il se donne tous les moyens pour les atteindre. Les playoffs de l'an dernier, mais aussi sa Coupe du Monde avec Team USA cet été, lui ont donné de l'expérience, du vécu, et désormais tout semble être au point pour qu'il puisse tout péter. Si au moment de sa draft on pouvait s'attendre à un gros développement, la vitesse à laquelle il a atteint ce niveau m'épate. Et surtout, ce qui me laisse sur le cul, et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la façon dont peu à peu il est en train de se transformer en two-way player. Si je connaissais sa façon élite de finir au cercle, j'avais jusque-là beaucoup plus de doutes concernant sa défense. Tout ça c'est dû à une éthique de travail remarquable, et le niveau que Ant-Man est en train d'atteindre peu à peu a de toute évidence un gros impact dans le très bon début de saison des Wolves. Voir à quel point il a progressé dans le scoring, le leadership, mais aussi le playmaking et la défense, je trouve ça super impressionnant. Lui qui dans toutes ses stats, ou presque, pourcentage compris, tourne à ses meilleures marques en carrière. En ce moment, le jeune homme ne touche plus terre, et rien ne semble pouvoir le stopper. Après, bien sûr, il a encore des progrès à faire, notamment dans la prise de décision, lui qui peut avoir tendance parfois à un poil trop forcer en ISO. N'empêche que vu son âge, et vu tout ce qu'il apporte sur le parquet à côté de ça, je pense que ce facteur on peut lui pardonner aisément.
éléments. Et ce qui tombe bien en plus de ça, c'est que Edwards n'a pas apporté l'équipe tout seul, vu qu'à ses côtés il peut bénéficier de la présence de Karl Anthony Towns, 3 fois All-Star et 2 fois All-NBA. Si aujourd'hui l'intérieur n'est plus ni l'option 1 ni le leader de sa team, son apport dans le jeu reste tout de même très conséquent. C'est vrai que statistiquement, notamment au niveau du scoring, ses stats n'ont jamais été aussi basses depuis sa saison rookie. Mais est-ce si grave que ça? Je ne pense pas. Aujourd'hui, de toute façon, à Minnesota, on ne s'attend plus à ce que absolument tout le jeu passe par lui. Pour ça, il y a Anthony Edwards. Du coup, Kat apprend actuellement un nouveau rôle, moins bling bling certes, mais beaucoup plus utile pour la win, je trouve. Et lui aussi, là où il m'impressionne le plus, c'est que ok, par la force des choses, il a un peu délaissé l'attaque, mais qu'en contrepartie, ce qu'il montre en défense est bien supérieur à ce à quoi je pouvais m'imaginer. Alors qu'à l'époque, il était surtout un pivot offensif très skillé, qui en plus de ça, pouvait enchaîner les shoots de loin, aujourd'hui il est bien plus que ça. Depuis le début de la saison, je trouve que Kat est un joueur d'équipe d'une polyvalence extrême, qui continue à faire ce qu'il sait faire, oui, mais qui en plus de ça défend dur, se bat et cherche réellement en attaque à connecter avec ses coéquipiers. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je préfère largement cette version du joueur qui lui aussi apporte énormément de positifs dans ce début d'exercice. Si le nouveau roster des Wolves ne lui permet plus de jouer comme il le faisait par le passé, j'apprécie tout de même l'énorme sens du sacrifice dont il est capable de faire preuve en ce moment. Les efforts qu'il est capable de faire cette année pour par exemple défendre sur des postes 4 plus rapides, qui en plus de ça jouent au périmètre, sont impressionnants. Et pour tout ça, chapeau bas Mr. Karl Anthony Towns. Et bien sûr, s'il a dû changer son jeu, c'est d'abord en raison de la toute nouvelle dimension prise par Anthony Edwards, mais aussi, bien sûr, en raison de la présence de Rudy Gobert, qui lui aussi, en ce début de saison, est plutôt pas mal. Parce que ouais, je ne vais pas le cacher, mais l'an dernier, j'étais très inquiet quant à l'avenir du français, qui semblait peiner à s'inscrire et à s'adapter dans un nouveau système. Même si l'arrivée de Mike Conley en cours de saison a arrangé les choses et qu'il restait un très bon protecteur de cercle ainsi qu'un finisseur solide sous le panier, je commençais à me dire que les succès qu'il avait connus précédemment étaient plus dus au dispositif de Snyder à Utah, qu'il mettait en valeur comme il faut, plutôt qu'à son talent. Bien sûr, j'exagère et je suis dans l'abus quand je dis ça, mais l'an passé, je ne reconnaissais plus le triple meilleur défenseur de l'année qu'avait pu être le français à l'époque sous le maillot du Jazz. Et puis même de façon plus générale, dans son attitude, je ne le sentais pas bien. Je me demandais s'il était bien intégré au groupe et s'il était bien dans sa tête. Plusieurs fois, alors que je ne le remarquais que peu avant, je le voyais désinvesti, frustré, et même si sur certains flashs il arrivait à me rassurer, je n'étais pas forcément optimiste sur la réussite de la suite de sa carrière à Minnesota. Mais vous l'avez remarqué, depuis tout à l'heure, je parle au passé, et ce n'est pas par hasard, parce que sur ce début de saison, j'ai l'impression que nous sommes en train de voir tout ce que Rudy Gobert peut apporter à cette franchise de Minneapolis. À 31 ans maintenant, et après avoir dû essuyer tout un tas de critiques concernant le prix qu'il avait coûté aux Wolves, même s'il n'en est pas directement responsable, Rudy Gobert a semble-t-il entamé cet exercice en mode déter. Dans son attitude, il semble beaucoup plus confiant, beaucoup plus percutant, et clairement, défensivement, il est redevenu un monstre. Match après match, les adversaires se cassent les dents dans la peinture des Wolves, et leur pourcentage face à la défense de Rudy Gobert diminue de façon drastique. De Kristaps Porzingis à Nikola Jokic, beaucoup de joueurs référencés se sont déjà heurtés à la montagne Godzilla depuis le début de cet exercice. Puis ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'il ne se sent plus obligé d'enfiler un costume qui n'est pas le sien. Plus besoin de forcer en attaque, Rudy Gobert pèse autrement. En protégeant la peinture, en se battant au rebond, en utilisant son corps et en posant des écrans, je trouve que le français apporte un vrai liant pour cohabiter autour des deux stars que sont Kat et Edwards. Bien sûr, ça lui arrive de prendre de gros tomards sur la tronche, Jaylen Brown peut en témoigner, mais pour un panier encaissé comme ça, combien il en a évité à son équipe? En fait, je trouve que derrière le duo, Gobert apporte exactement ce dont l'équipe a besoin, et je n'ai pas peur de le dire, maintenant que ce costume, il l'assume, j'ai l'impression qu'il est en train de jouer le meilleur basket de sa carrière, ou pas loin. Cette année, il a pu apprendre des échecs de la saison passée, il a pu disputer le training camp dans son intégralité, et j'ai l'impression que clairement c'est en train de porter ses fruits. Au final, c'est sûrement mentalement qu'il a connu le switch le plus positif, il semble bien plus dynamique et énergique que l'an passé à la même époque, et le voir parcourir sa moitié de terrain pour défendre la peinture, pour ensuite sortir de façon fulgurante et contrer un tir à 3 points, je trouve ça exceptionnel. Plus que de briller individuellement, Rudy veut donner à l'équipe ce dont elle a besoin, et il y arrive. Maintenant qu'il peut compter sur des coéquipiers qui défendent un minimum au périmètre, le pivot semble avoir tout ce qu'il faut autour de lui pour pouvoir briller de mille feux dans le rôle qui est le sien. Du coup là on s'en rend compte, à Minnesota, contre toute attente, nous avons finalement un trio qui peut s'avérer fort complémentaire. Les clés ont été données à Ant-Man, pendant que Kat et Gobert, autour de lui, font tout ce qui est attendu pour aider l'équipe. Ne cherchez pas plus loin, si Minnesota réalise un si bon début de saison, c'est en grande partie grâce aux automatismes qu'ont su trouver ces trois gars sur le terrain. Sauf qu'une équipe, ça ne se résume pas qu'à 3 joueurs évidemment, et heureusement, derrière le trio, nous avons tout un tas de role-players prêts eux aussi à apporter tout ce qu'il faut pour la win. Pour commencer, Mike Conley, même s'il a 36 ans et que son niveau n'est plus le même qu'à l'époque Grizzlies, est un meneur très sérieux, un bon playmaker sur qui on peut compter, et qui en défense sera toujours capable de faire le taf très intelligemment. Son expérience et son QI basket sont très riches pour Minnesota, et même si lui aussi a tendance à être dans l'ombre, il reste le chef d'orchestre qui dicte le tempo, et équilibre le jeu de cet effectif désormais très intéressant. Avoir une tête pensante comme lui, au milieu de joueurs si talentueux, qui peut organiser des deux côtés du terrain en plus, c'est une vraie force, évidemment. Et pour compléter le 5, autour de Squatior, celui dont on ne parle pas assez je trouve, c'est Jaden McDaniels. Le mec, depuis son arrivée en NBA,
NBA, on le sait, est d'une polyvalence défensive complètement folle, lui qui peut switcher absolument partout. À côté de ça, j'ai trouvé qu'il avait passé un vrai step offensivement dans la création pour lui-même, et tous ces éléments lui permettent de jouer hyper juste, des deux côtés du terrain, sans faire d'erreur, et en pratiquant un basket super efficace. Avec du recul, je pense désormais que ce 5 des Wolves est super équilibré, et maintenant que chacun connaît son rôle, que chacun connaît sa place, le jeu de l'équipe de Minneapolis est bien mieux huilé que ce qu'il l'était par le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le banc aussi, il y a des pièces de qualité, à commencer par Naz Reid, dont j'ai beaucoup parlé dans ma vidéo sortie mercredi dernier. Avec son énergie, sa puissance, son hustle, mais aussi la progression qu'il a connue concernant son shoot et son handle, le pivot, qui peu à peu a appris à se décaler au poste 4, et la principale rotation derrière Kat et Gobert. Capable d'avoir un impact immédiat en peu de minutes, Reid est non seulement devenu le chouchou des fans du Target Center, mais aussi l'un des meilleurs 6e hommes à son poste de toute la NBA. Le mec, quand il arrive sur le terrain, ça se ressent tout de suite en termes d'énergie, tant il est agressif. Et ce qui est agréable, c'est que c'est vraiment contagieux auprès de ses coéquipiers. Je trouve qu'il illustre à la perfection cette espèce de profil d'energizer que tous les coachs rêvent d'avoir sur le banc à son poste. De plus en plus, je le trouve régulier, et dans son profil d'intérieur hybride, il a su se rendre indispensable dans la rotation de Chris Finch. Il prend des décisions rapides, court en transition, fait des cuts toujours bien sentis, et surtout, il punit constamment les mismatchs. Que demander de plus de sa part? Rien. Par contre, c'est encore mieux si à ses côtés, il y a d'autres joueurs de qualité dans la seconde unit. Et justement, ça tombe pas trop mal, puisqu'il faut que je parle de Kyle Anderson maintenant. Si en NBA on me demandait de trouver un exemple de couteau suisse, je pense que Slow-Mo ferait partie de mes illustrations favorites à l'heure actuelle. Aucune de ses lames ne sera aussi performante que celle d'un vrai couteau, certes, mais à côté de ça, le mec, dans son bag, il a absolument tout. S'il faut scorer, passer, défendre, shooter ou courir, pas de problème, le mec est là, et il le fera très bien. En fait, ce que j'aime tout particulièrement chez lui, c'est sa capacité à jouer posément, avec son cerveau. Le surnom de Slow-Mo lui va comme un gant. Mais là où je le trouve percutant, c'est dans sa façon de peser face à des défenses de zone très souvent utilisées par les adversaires pour contrer la taille des Wolves. On le sait, face à une zone, il faut du shoot, certes, mais il faut aussi que le ballon circule, et que si possible, il circule vite. Et Kyle Anderson, pour cette tâche, c'est juste un génie, avec ses lectures, sa compréhension du jeu, sa connaissance des tendances de ses coéquipiers, son anticipation, mais aussi son très bon toucher à la passe, il devient alors un maillon essentiel qui ne conserve que très peu la balle pour en contrepartie la lâcher directement vers un coéquipier mieux placé. Je ne sais pas si c'est grâce à ses lunettes, mais même sa vision de jeu, on dirait qu'elle est en slow motion. Clairement, dans son rôle, lui aussi est un maillon essentiel de la seconde unit de ces Timberwolves. Bon après, je ne cache pas que derrière ce binôme, ça manque un petit peu de profondeur sur le banc. Pour l'instant, Nickel Alexander-Walker est en difficulté, je trouve, et Shake Milton ne met pas ses shoots. Ce serait bien que au moins un des deux, pendant la saison, arrive à augmenter son niveau de jeu pour apporter au moins une rotation de confiance sur le backcourt. Ceci dit, au-delà de ça, on se rend vite compte qu'à Minnesota, autour de la superstar qui est désormais devenue Anthony Edwards, on dispose de 6 joueurs de qualité, qui tous connaissent parfaitement leur rôle, et semblent s'épanouir dedans. Ceux qui doivent faire les sacrifices les font, et évidemment, ça s'en ressent sur les performances de l'équipe. Mais c'est bien beau de dire que les joueurs sont bons et que du coup l'équipe performe. Il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour tirer ses conclusions. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'elles se manifestent, ces performances sur le terrain? Eh bien, le premier point essentiel à aborder, c'est bien évidemment la défense. Vous vous en rendez compte, j'espère, mais parmi les 7 joueurs principaux dont j'ai parlé, à chaque fois, j'ai évoqué leur défense, et ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, grâce à eux, en termes de rating, les Wolves sont tout simplement la meilleure défense en NBA. Et puis pour ceux qui aiment les chiffres, les statistiques ne s'arrêtent pas qu'au rating, loin de là. En NBA, personne ne pose autant de contres et n'encaisse si peu de points dans la raquette que les Timberwolves jusque-là. Pour ceux qui doutaient encore de l'impact de Rudy Gobert dans le secteur, j'espère que vous commencez à être convaincus. En fait, je le répète, mais elle est là la clé. 4 joueurs mobiles qui peuvent défendre au périmètre et un Rudy en dernier rideau qui éteint la lumière aux joueurs que ses coéquipiers lui ramènent, pas de doute, c'est la clé du succès. Et ce que j'adore à côté de ça, les chiffres le montrent encore, c'est que la défense des Minnesota Timberwolves augmente encore d'un cran lorsque Karl Anthony Towns est sur le terrain. Si pendant longtemps je ne considérais l'intérieur que comme un défenseur average, force est de constater aujourd'hui, cette saison, qu'avec son physique, sa longueur et sa mobilité, il fait largement le job. Le mec aujourd'hui est très propre dans sa façon d'agir, et bravo à lui d'avoir su augmenter son intensité de ce côté-là du terrain, tout en diminuant son nombre de fautes personnelles. C'est fort. Puis en vrai, ce qui est appréciable, c'est que les hommes de Chris Finch produisent une défense très collective. Tout le monde est impliqué, du premier au dernier homme, et en termes d'exécution, c'est ultra propre. Cette team peut assurément avoir un côté super étouffant. Ces mecs prennent du plaisir à défendre ensemble, ça se voit, et peu à peu, de ce côté-là du terrain, cette team se transforme en vraie machine. De toute façon, quand tu as de la taille, de la mobilité, de la protection de cercle, de la polyvalence, mais aussi de l'envie et du désir de bien faire, tu coches énormément de cases pour afficher une défense complètement élite. Après attention, si je suis persuadé qu'avec tant de qualité, cette équipe, cette saison, peut s'afficher comme la meilleure de toute la NBA en défense sur demi-terrain, je n'en dirais pas autant sur la défense sur transition. Parfois, il faut le dire, le repli laisse à désirer, et vu que ces Timberwolves ne font pas partie des équipes qui prennent le plus de rebonds offensifs dans la NBA, c'est un point à améliorer. Ceci dit, dans le secteur du rebond défensif, qu'on sous-estime trop à mon sens, vu qu'il est essentiel pour conclure une défense, les Wolves excellent, et dans le domaine, là encore, en termes de volume, ils sont simplement les meilleurs de toute la NBA. Il faut dire aussi que quand tu associes dans ton roster
sortir Rudy Gobert et Karl Anthony Towns qui à eux seuls tournent à quasi 23 rebonds par match, déjà ça aide. Encore une fois, dans le secteur, toutes les statistiques avancées vont dans leur sens. Mais en même temps, ces Wolves, avec ces joueurs si longs, si athlétiques et si polyvalents, ont tout ce qu'il faut pour dominer leurs adversaires au rebond chaque soir, et notamment au rebond défensif. Et ça, depuis le début de la saison, ils le font avec talent. Sauf que là, je pense que ça fait beaucoup. Rendez-vous compte, mis à part la défense en transition, je n'ai dit absolument que du bien sur ces Minnesota Timberwolves aujourd'hui. Sont-ils vraiment si parfaits? Et si c'est le cas, pourquoi ne s'affichent-ils pas au sommet de la NBA à ce jour? Eh bien tout simplement parce qu'en attaque, même si ce n'est pas catastrophique, je l'admets, tout n'est pas si rose. Ce qui est compliqué, c'est que par phase, l'équipe peut jouer un basket organisé, faire circuler la gonfle, trouver des shooters, et vraiment exceller dans le domaine. En contrepartie, plus souvent, ces Wolves ont tendance à retomber dans certains travers de l'an dernier, avec une attaque brouillonne, et surtout beaucoup trop d'ISO et de hero ball. J'admets que Anthony Edwards et Karl Anthony Towns offensivement ont un talent fou, mais il faut l'admettre aussi, parfois, ils gardent un peu trop le ballon. Et ça c'est dommage, parce que quand ça arrive, l'attaque de Minnesota devient alors beaucoup plus prévisible, et les défenses ont beaucoup plus de facilité à s'adapter. Quand on voit que l'équipe est capable de finir un carton à 2 sur 14 au tir près du cercle, juste parce qu'en attaque, les joueurs n'ont pas pris le soin de faire bouger suffisamment le ballon et de trouver le joueur le mieux démarqué, c'est frustrant. Et le problème, j'ai l'impression, c'est que plus les joueurs se frustrent, et plus ils en oublient le jeu collectif. Ant-Man est encore jeune, c'est sûr, et c'est un aspect dans lequel il va forcément progresser. Mais là, je pense que c'est toute l'équipe qui doit trouver des solutions ensemble. Quand tu as des playmakers dans ton équipe comme Mike Conley ou comme Kyle Anderson, tu n'as plus d'excuses si tu ne fais pas vivre la balle. Un peu plus de patience et de respect du flow du jeu ne ferait pas de mal, je pense, à cette équipe de Minneapolis. Tout ça, en plus, il faut le mixer avec une sélection de tirs que je ne trouve pas toujours efficiente. Là, on le sent, de manière générale, l'attaque des Wolves est encore en chantier, et il leur faudra peut-être un peu de temps avant de la rendre efficace, eux qui ne possèdent que le 18e meilleur rating de la ligue dans ce secteur. Cependant, il existe quand même des faits observables que l'on ne peut pas nier, et qui sembleraient pourtant faciles à corriger. Par exemple, on s'en rend compte, en NBA, depuis quelques saisons, le mid-range revient à la mode, et c'est une bonne chose à mon sens. En raison des analytics, pendant longtemps, les joueurs privilégiaient le tir à 3 points, ou sous le cercle, pour des raisons d'efficacité. Les défenses se sont adaptées, laissant alors complètement ouverte la zone du mid-range, et certains gars, comme DeMar DeRozan par exemple, ont su en profiter à fond. Sauf que pour ça, il faut être un expert comme lui, et trop c'est trop. Dans le domaine, les Wolves ne disposent d'aucun spécialiste, et pourtant, ils sont la 3e équipe de toute la NBA qui tente le plus de shoot à mi-distance. En termes de pourcentage en contrepartie, ils ne s'affichent qu'à la 14e place, et c'est flagrant, ça veut dire que quelque chose cloche. Résultat, alors que l'équipe possède quand même plusieurs menaces à 3 points, mais aussi plusieurs joueurs capables de slasher ou de scorer sous le cercle, elle tente beaucoup moins sa chance dans ces zones que lors des saisons précédentes. Oublier un peu le mid-range pour se concentrer davantage sur les autres secteurs serait non seulement plus efficace en termes d'analytics, mais en plus de ça, cela correspondrait bien mieux au profil des joueurs qui composent l'effectif. Du coup, si l'on fait le bilan, on s'en rend bien compte. Si jusque-là, les Wolves performent tant, c'est avant tout grâce à leur défense. Leur attaque n'est pas non plus totalement éclatée, merci Anthony Edwards pour ça, mais quand même, dans le domaine, leur marge de progression est réelle. Si j'apprécie comment Chris Finch a su trouver un rôle défensif à tous ses joueurs et établir ses rotations en fonction, je ne dois pas cacher que pour l'instant, j'ai un peu plus de doutes quant à sa réelle capacité à construire un vrai fond de jeu offensif. Et franchement, c'est dommage, vu tous les éléments de qualité qu'il possède dans son roster. Parce que clairement, jusque-là, les joueurs, je n'ai rien à leur reprocher, ou presque. Sur le terrain, ils apportent exactement ce que j'attendais d'eux, et même plus. Le banc manque un peu de profondeur, certes, mais comme on l'a vu plus tôt, les 7 gars principaux ont largement les qualités nécessaires pour embêter tout un tas d'équipes dans la ligue. Puis Shake Milton et Nickel Alexander-Walker pourraient finir par trouver leur rythme aussi. Les pistes d'amélioration sont nombreuses. Et puis, qui sait, nous aurons peut-être un autre move d'ici la deadline pour renforcer la seconde unit. De ce côté-là, je ne m'en fais pas vraiment. Parce que ouais, chez ces Wolves, actuellement, l'alchimie est réelle, la complémentarité et le sens du sacrifice aussi. Et ça, cette saison, avec leur défense complètement élite, ça peut leur permettre d'aller loin. Et pourquoi pas essayer de choper un statut d'outsider dans la conférence Ouest. Ceci dit, si les soucis offensifs ne sont pas réglés d'ici le printemps, l'équipe pourrait avoir du mal, je pense, à passer plus d'un tour en playoff. Maintenant, ce serait déjà assez fou d'en arriver jusque-là, vu que Minnesota n'a pas atteint le 2e tour depuis 2004, ça date. Et en vrai, au vu de ce que je vois de l'équipe actuellement, je l'en sens tout à fait capable d'atteindre cet objectif. Bien sûr que pour ça, il faudra avoir un petit peu de chance et éviter les blessures, ça fait partie du jeu, mais le potentiel sur le papier est vraiment là. Mais ce que je me dis aussi, c'est que si Anthony Edwards continue sa progression exceptionnelle et que peu à peu, de meilleurs automatismes se développent en attaque, cette team de Minnesota aurait tort de ne pas afficher encore plus d'ambition. Nous n'en sommes pas là, mais à terme, le plafond de cette team pourrait potentiellement être plus élevé qu'un 2e tour. Y arriveront-ils cette saison? Je ne sais pas. Ça dépendra de trop de facteurs, et personnellement, je ne parierai pas non plus mon PEL là-dessus. Cependant, là, actuellement, l'ambition minimum, c'est de passer un tour, et rien que ça, je trouverais ça énorme pour cette équipe de Mini qui court après le succès depuis tant d'années. En attendant, Tim Connelly nous montre finalement qu'il a peut-être eu raison de payer Rudy Gobert au prix si fort lors de l'été 2022. Et si le français aide les Wolves à atteindre ses ambitions, je pense que ce sera déjà une très belle réussite pour l'équipe de Minnesota.
Voilà pour ce qui est des ambitions des Minnesota Timberwolves, voilà pour ce qui est de ce nouveau coast to coast. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? Dites-moi, à vos yeux, jusqu'où cette équipe est capable d'aller en playoff. Ou pas, d'ailleurs. Spammez-moi la section commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et pour finir, tu connais, si la vidéo t'a fait kiffer, n'oublie pas le pouce vers le haut, juste en bas. Et l'abonnement, si ce n'est pas encore fait. Ces petits gestes apportent une force immense, alors ne vous privez pas. Pour ça, je vous remercie fort la team, et je vous dis à très vite.